Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À accent grave. Mon épouse Maryvonne, mes enfants, Christelle, Guillaume, Anne, Geoffroy, Vincent, Géraldine, mes petits-enfants, Thomas, Marie, Martin, Maëlys, Capucine, Tristan. Mes compagnons, femmes et hommes du chemin. Au lecteur. Les textes réunis dans cet ouvrage sont des écrits qui s'inscrivent sur une trentaine d'années. Ils répondent à des demandes, des préoccupations singulières, dans un contexte singulier, pour une population déterminée. Ils n'ont donc pas a priori de lien entre eux. Mais réunis, ils expriment que l'humain fondamental constitue une réponse à la souffrance. Préface. Quand Roger et Maryvonne Lagueux, à la demande de nombreux professionnels, se sont mis à rassembler les écrits qui ont jalonné l'aventure professionnelle de Roger et le témoignage qu'il en fait, je me suis réjouie. J'attendais avec impatience que tel un bouquet alliant fleurs des champs, feuillage léger, lys et autres fleurs au doux parfum, Roger nous offre le fruit du travail de toute une vie. Je devrais parler d'engagement car c'est bien ce dont il témoigne, d'un engagement tant auprès des patients que de ceux qui l'entraînent à sa suite, qu'il attire et dont il attise les curiosités et l'appétence. Mais quand il me demande d'en établir la préface, je me sens alors comme encombré d'un bouquet trop lourd. Alors que je lui fais part de mes doutes, comme à l'accoutumée, Roger avec ce rire si caractéristique, les balaie et me dit sa conviction, que j'y arriverai bien. Cette attitude reflète bien ce qu'il est fondamentalement, confiance absolue en celui qui s'adresse à lui et cette confiance porte celui qui le croise. Roger Lagueux, psychanalyste, psychosociologue, a dès les années 60 commencé son initiation à la dynamique des groupes. Lors d'un échange que nous avons eu à propos de l'écriture de ce livre, Roger parlera alors de chemin de rencontre avec Balin. Il me dira que ce chemin a été multiple. Ce fut d'abord celui de la formation qui s'avérera être celui d'une filiation spirituelle in situ, mais bien efficiente. C'est de fait, dans sa formation perfectionnement avec Lily Herbert que cette filiation s'inscrit puisque celle-ci a fait sa formation avec Michael Balin. Roger y sera marqué du sceau de cette exigence de rester discret et ordinaire aux yeux du patient pour que se développe chez celui-ci une forme de régression bénigne, telle qu'expliquée dans Le défaut fondamental, dernier livre de Michael Balin et qui résume son œuvre. Puis, celui de l'expérience du groupe Balin, dans sa vectorisation vers l'humain fondamental. À la suite de Balin, Roger s'efforcera de ne jamais adopter dans l'animation des groupes lors des formations, de position de sachant, mais bien celle d'une écoute, d'une recherche de sens avec les participants qu'il entraînait avec lui, d'une invitation à tendre vers une attention à l'émergence du transfert contre transfert. Et enfin c'est un chemin singulier, dont les pages de ce livre rendent compte, qui a conduit Roger à rejoindre la théorie que Michael Balin a élaborée tout au long de sa vie professionnelle, et à faire sienne cette quête de l'humain fondamental. Ainsi au-delà du rendu compte de ce chemin, c'est aussi d'une clinique qui trouve son expression dans le prolongement du travail de Michael Balin et dans le creuset de l'histoire professionnelle propre de Roger que ce livre témoigne. Je me suis mise à la lecture de ces textes, j'ai savouré, j'ai associé, j'ai fait des liens, je me suis souvenu, j'ai eu des éclairs de compréhension de mes difficultés professionnelles, j'ai pensé de nouvelles perspectives, j'ai eu envie de poser des questions, de lire, de chercher, de comprendre. À qui donc est adressé ce livre ? Ce n'est pas un livre de plus sur la technique d'animation des groupes Balin, ce n'est pas un livre de vulgarisation de la théorie et encore moins de cette pratique. Les textes ici présentés sont un aller-retour incessant entre la théorie et la pratique, entre les individus, qu'ils soient patients ou soignants, et leur groupe d'appartenance, groupe primaire, secondaire. Entre expérience clinique et élaboration, entre soignants et patients, entre transfert et contre-transfert public comme aimait à le souligner Michael Balin. L'expérience de Roger Lagueux, par bien des points, rejoint celle de Michael Balin. Très tôt, Roger, par les pertes affectives prématurées qui entourent sa naissance, se voit contraint d'affronter un monde où les affects, insuffisamment prédigérés, lui font violence. Il n'aura de cesse durant toute sa vie d'être en recherche. Les réponses sont bien souvent à lire dans un après-coup. Arrivent ensuite les choix d'orientation professionnelle, les sollicitations sociétales dont notamment la levée de l'omerta, comme il aime à la nommer, sur les secrets de famille en matière de violence et surtout de violence sexuelle.
Il s'interroge quant aux modalités d'accompagnement thérapeutique les plus opportunes pour rejoindre ces jeunes patients en souffrance, générant des contre-transferts redoutables, quand il est interpellé par l'Académie de Poitiers pour animer une formation recherche pour les assistants sociaux. Comment ne pas y voir une similitude avec l'histoire même de Michael Balin, qui, au lendemain de la guerre, est sollicité pour soutenir les médecins généralistes mais aussi les assistants sociaux débordés par des vécus traumatiques. C'est tout naturellement qu'il mettra en place deux groupes de réflexion, l'un sur les traumatismes incestueux, et l'autre sur le travail psychique en groupe Balin. Le premier réunira 10 professionnels du soin psychique, pour 11 séances annuelles de 2 heures chacune, durant 8 ans. Le deuxième sera un atelier de 10 leaders balintiens, durant 15 ans à raison de 5 journées par an. Ce travail constitue le socle de son élaboration quant à ce qui se passe dans sa clinique ou dans le groupe Balin, ce qu'on y fait, ce que l'on peut en attendre, quel travail psychique peut s'y réaliser, et quelles sont les conditions requises de formation des animateurs de tels groupes pour que ceux-ci soient de véritables espaces de travail psychique. À sa suite, dans une exigence d'exactitude et de vérité qui le caractérise, je me suis plongé dans les différentes définitions et étymologies du mot préface, action de parler d'abord, dictionnaire historique. Texte placé en tête d'un livre qui est de l'auteur ou d'une autre personne et qui sert à le présenter au lecteur. Robert. Il s'agit donc d'une mise en bouche avant un menu dont je peux attester qu'il est copieux. Accepter d'être compagnon de route de Roger est une démarche exigeante et dense. Cela signifie accepter d'interroger, réinterroger, remettre sans cesse le travail sur l'établi. L'idée d'un travail d'artisan convient bien à la circonstance. Roger, à la suite de Michael Balin mais aussi de Donald Winnicott, Wilfred Bion, Paul-Claude Racamier et avec René Caès, Gérard Decher, Jean-Claude Rouchy et d'autres, qu'il n'omet jamais de citer, est un enquêteur et clinicien besogneux. Il revient sans cesse sur ce qui est admis et validé pour le décortiquer, le dépecer, en saisir le noyau, le raffermir, l'étayer, puis l'étoffer, l'habiller, le parer pour le présenter, le faire connaître et le partager. Sa pratique en thérapie individuelle, sa connaissance des groupes et l'approfondissement de la dynamique et de la fonction des groupes l'ont tout naturellement conduit à explorer, à la suite de Sándor Ferenczi, de Michael Balin et de Wilfred Bion la pertinence d'un travail groupal pour prendre en charge ces jeunes enfants arrêtés dans leur développement psychique dans des zones très archaïques ou traumatisés précocement. Ce faisant, il a ouvert un chantier que Balin avait juste entrouvert sur la force de l'appareil psychique groupal, comme réceptacle d'une pensée non encore élaborée. C'est d'un tel travail dont les textes ici présentés sont le produit. Ainsi, au-delà des groupes Balin pour soutenir et permettre aux soignants d'explorer ce qui, dans le transfert, les sidérait, il s'est aussi tourné vers des dispositifs groupaux tels que le psychodrame individuel et ou en groupe pour soutenir l'ébauche de levée de cette sidération et l'émergence d'associations qu'il s'agisse de patients enfants, adolescents ou adultes. Enfin, ceci ne pouvait être opérant qu'adossé à un dispositif qui donne place à chacun, non dans une confusion des places mais dans un ordonnancement au service de la psyché du sujet du soin. Ainsi Roger nous rappelle et nous montre combien revenir aux fondamentaux du dispositif groupal nécessaire ouvre à l'intelligence de la traversée des positions dépressives et persécutives afférentes aux situations d'inceste. J'ai eu cette chance de côtoyer Roger durant mes formations à cette approche balintienne. Il m'a entraîné avec d'autres dans l'aventure du collège de formation des leaders au sein de la Société médicale Balin, et nous n'avons cessé de savourer cette quête, d'y nourrir notre réflexion personnelle et professionnelle et d'y puiser une soif toujours plus grande de comprendre de l'intérieur. C'est un chercheur insatiable, un coureur de fond. Il ne fait pas de groupe Balin, comme on pourrait appliquer une pratique, mais il est balintien dans l'âme. En ce sens que rien ne peut se vivre sans être pensé, que rien ne peut se traverser sans être pensé et que le groupe de co-chercheurs balintiens animés d'un même esprit, d'un même respect est un vivier dans lequel il puise cette complicité-complémentarité avec ses pairs qui nourrit sa pratique individuelle et celle de ses collaborateurs. Il n'est pas question ici d'un travail au sein d'un groupe, mais d'un travail avec et dans le groupe. Les associations qui s'y font dans un climat de bienveillance et de respect nourrissent le rapporteur, modifient sa perception de ce qu'il observe, de ce qu'il éprouve, de ce qu'il perçoit au sein de la relation duelle qu'il apporte. Mais aucune relation n'est duelle,
chacun vient avec en arrière-fond ses groupes d'appartenance. Et comme dit Roger, on n'en a pas fini de chercher la fonction fondamentale du groupe. Pour Roger, le groupe n'est pas un outil, c'est un espace médian, cet entre-deux qui n'est plus moi, qui n'est plus toi mais un entre-nous dont nous sommes tous responsables et qui nous dépasse. Or dès que nous sommes deux, ne formons-nous pas déjà un groupe ? Et si soigner un individu c'était l'accompagner là où il se trouve, aller vers celui qui sollicite le soin, encorder à d'autres qui partagent ce souci du soin humain. Il n'est plus alors possible d'enfermer Michael Balin dans quelque dogme que ce soit avec ses gardiens du temple, ou de le réduire à une technique. Il s'agit bien ici d'une compagnie de chercheurs vers une philosophie du soin. Cette idée que Roger a incarnée durant toute sa vie professionnelle et dont il partage ici le fruit, a rayonné au risque parfois d'incompréhension et de heurts. Il y est resté fidèle, animé de ce souci de vérité et de cette conviction que le travail de Michael Balin comme le sien aujourd'hui était à poursuivre, y compris dans des chemins de traverse. Dans ce qui suit, Roger, citant Paul-Claude Racamier, nous dit « Ne vaut-il pas la peine d'avoir commencé dans l'aventure, avancé dans l'invention et persévéré dans la pénurie ? Comment mieux faire état de sa quête, son élan, ces traversées qu'il nous partage dans cet écrit, de cet esprit vif, curieux de l'autre, insatiable, infatigable découvreur de vie. Merci Roger pour cette quête à prolonger et gageons que ce dont tu témoignes dans les pages qui suivent, entraîne et accompagne tes lecteurs vers plus de vérité beauté. Anne Desfontaines, psychiatre, praticien hospitalier, le 16 janvier 2021. Introduction. Écoutez la souffrance, la mettre au travail. L'ouvrage que vous avez en main est le fruit d'une très grande expérience qui mérite d'être située dans son contexte. Contexte de l'auteur, Roger Lagueux, un pionnier dans l'approche groupale de l'analyse des situations professionnelles selon le modèle Balin. Contexte théorique où les apports de M. Balin se croisent avec les notions actuelles de cadre et d'enveloppe psychique. Contexte pratique car cette clinique renouvelée nous permet envisager les problèmes actuels pour faire face aux souffrances souvent mal définies, que notre société ne fait souvent qu'exacerber. Une démarche authentique qui mérite que nous arrêtions notre course pour prendre le temps de penser. J'ai eu le plaisir de rencontrer Roger Lagueux à Poitiers en 2010. Il m'avait invité pour le colloque de la Société médicale, Balin. Depuis, nous avons eu quelquefois l'occasion de nous rencontrer pour la formation ou pour des colloques. Roger Lagueux a fait œuvre de pionnier, à l'instar de Jean-Claude Rouchy, Ophélia Avron, Jacques Lévin ou Paul Fustier. Il promeut une clinique psychanalytique dans toute sa dimension groupale et formative, comme en témoigne cette série de communications qui jalonnent son parcours. Son attachement à la clinique est authentique, sans faux semblant. Son approche groupale, qui m'a tout de suite conquis, renouvelle l'héritage de Balin. J'ai ainsi découvert avec lui comment cet héritage se poursuivait dans le milieu médical. Roger Lagueux, un pionnier dans la clinique groupale des groupes Balin. Son itinéraire de psychologue clinicien, de psychothérapeute et de formateur a été placé sous l'égide de Balin. Très fortement. Je ne peux que souscrire à ce rapprochement. Cet ouvrage épouse une démarche, celle d'une clinique qui s'est affinée, qui a trouvé son cadre, son sens et ses possibilités d'extension. L'aide sociale à l'enfance, les groupes de psychodrame, les prises en charge individuelles en cabinet, les groupes Balin, la formation de formateurs ou l'intervention institutionnelle constituent différents paysages au service d'une même cause, d'une même question. Comment prendre profondément en compte la souffrance de l'autre pour la transformer ? Si nous parlons beaucoup actuellement d'éthique, la lecture de cet ouvrage montre qu'elle résulte d'abord d'un positionnement clinique qui doit restituer à l'autre la possibilité de sa parole. Démêler les fils des confusions identificatoires, ajuster le cadre de la prise en charge, prendre en compte la réalité des souffrances des soignants, naviguer dans les méandres d'une association, souligner toute la place du groupe ou restituer à une équipe sa capacité à avoir un projet, voici quelques thématiques qui parcourent cet ouvrage. De nombreux concepts sont abordés, parfois de manière frontale comme le cadre, l'incestuel,
l'objet groupe ou la fonction alpha, chaque fois d'une manière très pédagogique. Les textes ont gardé la fraîcheur de la transmission à un auditoire plus ou moins familier avec la psychanalyse. De nombreux auteurs sont cités, Paul-Claude Racamier, René Caès, Wilfred Bion mais surtout Michael Balin qui constitue véritablement le compagnon de route de cet itinéraire comme nous l'avons déjà souligné. Cet intérêt à la vie psychique, ce travail pour être resté à son service, suppose la prise en compte de notre propre implication, elle fait partie de ce qui se travaille. La dimension du contre-transfert est devenue un véritable levier qui conditionne tout travail psychique. Ce n'est pas une part subjective, personnelle et variable qui fausse a priori notre jugement, mais bien un état d'esprit qui mérite attention dans la mesure où il est co-créé par la situation professionnelle. Nous sommes ici au cœur du problème de la médecine. Comment ne pas avoir besoin de s'abstraire de la situation pour avoir un point de vue le plus objectif possible sur la maladie et ses manifestations? Comment cependant construire également un contact sensible, intuitif et réceptif avec le malade? C'est ainsi que je me représente le formidable défi des groupes Balin. Roger Lagueux rappelle à maintes reprises qu'il s'agit pour son promoteur d'un travail qui a pour objectif une formation recherche, et qui se déroule en groupe. Plusieurs années après Balin, on peut effectivement arriver à mieux se représenter ce qu'il a empiriquement essayé d'ajuster avec les médecins généralistes pour poursuivre, transposer cette expérience ailleurs et dans d'autres conditions. Je me permettrai de mettre l'accent sur 3 aspects que nous connaissons mieux maintenant: le cadre, le groupe et l'enveloppe psychique. De l'incestuel au cadre. Roger Lagueux met à mon avis l'accent dès le départ sur ce qui peut conditionner un tel travail, son cadre. Son attention à l'incestuel, ce brouillage des identités qui risque de porter gravement atteinte au devenir sujet d'une personne, appelle un cadre, un esprit des soins, des différences, une action qui rendront possible une histoire, son appropriation. N'est-ce pas une manière d'indiquer la nécessité et l'importance des règles, des places et du temps nécessaires pour que puisse se déployer un travail psychique? Un cadre devient nécessaire pour déplier ces confusions, résister aux confusions des langues, maintenir la pensée d'une analyse transférentielle, sans nier l'impact émotionnel entre les participants. Il est intéressant de noter qu'un auteur comme Bion, 1961, rend d'abord compte des forts mouvements pulsionnels qui animent un groupe, du côté des participants comme du côté de l'analyste. Fuir la tâche, l'annuler ou la dévoyer sont autant de tentatives qui traversent chaque personne. La dimension analytique apparaît à la lecture de ces textes comme étant la seule garante d'un travail psychique. La théorie de ce cadre analytique groupal viendra plus tard, notamment avec Blégé, Jacques et Caès, mais son efficience est bien déjà là. Si l'incestuel appelle un cadre, si la psychose a ouvert la voie à l'organisation de soins institutionnels, la souffrance des soignants demande un cadre spécifique pour pouvoir s'élaborer. Les groupes Balin sont plus que jamais d'actualité, alors que paradoxalement l'emprise gestionnaire et managériale, de Gaulle-Jacques 2005, qui infiltre toutes nos institutions de soins tend à réduire et disqualifier tous ces dispositifs de travail considérés comme superflus, non utiles ou rentables. Une approche résolument groupale. Roger Lagueux insiste à maintes reprises sur la dimension groupale consubstantielle au groupe de formation recherche. Effectivement, Balin connaissait bien les travaux de Bion qui se sont déroulés dans les mêmes bâtiments, à la Tavistock Clinic. Comment aussi ne pas penser que c'est une évidence de se retrouver ensemble pour des professionnels tous confrontés à des problèmes similaires, tout référés à une même profession, à des mêmes modalités de faire qui s'imposent à tous. L'élaboration des situations passe notamment par le repérage des stéréotypes professionnels, les attitudes ou modalités d'intervention qui ne prennent pas en compte la singularité du patient. Même si cette élaboration dépend du désir singulier de chaque participant, elle reste inscrite dans la sphère professionnelle. Le transfert central sur le leader peut ainsi devenir un obstacle s'il devient exclusif. Le modèle que Balin promeut est celui d'une communauté de frères pour faire face à un problème commun. Le transfert privé d'un participant ne peut être travaillé comme en thérapie. On pourrait dire cependant qu'il pourra prendre sens avec l'élucidation du problème commun et partagé, mais qu'il restera dans l'espace privé que chaque participant réalise en analysant son contre-transfert. Balin a aussi beaucoup insisté sur l'atmosphère de ces groupes, le climat de confiance et d'attention qui doit être développé.
L'objectif n'est cependant pas l'analyse des processus internes au groupe, mais nous savons maintenant, avec les travaux notamment de l'École française de psychanalyse groupale, que cette dynamique porte la marque de ce que le groupe a à contenir. Le travail sur les situations est ainsi porté par l'état d'esprit du groupe, de la même manière que l'avancée d'un voilier dépend de l'état de la mer. Ne pas faire l'impasse de la dimension groupale constitue le message fort de Roger Lagueux, sans pour autant mélanger les genres, les confondre avec des thérapies groupales ou des groupes de formation centrés sur l'élucidation de leur processus. Du défaut fondamental aux enveloppes psychiques. J'ai moins l'habitude de travailler en référence au défaut fondamental, comme Roger Lagueux le fait. L'analyse de son intervention dans une équipe m'a beaucoup éclairé sur son sens et les effets de ce traumatisme sur les professionnels. Je ne peux pas m'empêcher ici de le rapprocher des failles narcissiques précoces que Didier Anzieux, 1987, a tout particulièrement mis en évidence en France et qu'il a finalement théorisé en termes d'enveloppe psychique. La densité de l'amour primaire est bien à mettre en rapport avec la mère winnicottienne qui s'adapte complètement à son bébé, et au traumatisme primaire, d'avant la parole, que Didier Anzieux a reconnu. Si Winnicott met l'accent alors sur les agonies primitives, les angoisses irreprésentables des bébés, Balin rappelle la force de ce lien primaire à la mère. Je pense également à la conceptualisation proche de Bion, que Roger Lagueux connaît bien. Le travail consiste à contenir ces angoisses diffuses, primitives, très intenses, présentes chez les résidents et que les mécanismes institutionnels et groupaux ne parviennent pas assez à endiguer pour permettre des temps de pensée et de réflexion suffisamment apaisés au sein de l'équipe. Toutes ces théorisations convergent sur la dimension archaïque, corporo-psychique de ce processus inscrit dans l'intersubjectivité. Le défaut fondamental appelle la place d'un objet primaire contenant dans un corps à corps que Balin n'hésite pas à faire remonter au bébé in utero dans le ventre de sa mère. Une two-body psychology, fondée sur une unité primaire qui précède la possibilité du scénario oedipien, d'une relation à trois. La notion d'enveloppe psychique prend ici pour moi tout son sens. Elle a une double face, profondément corporelle, car liée à l'image du corps la plus primitive, tout en étant complètement dépendant d'un autre, d'une attention d'un autre sujet, aimant. Elle a l'intérêt heuristique de pouvoir se déplier aux différents niveaux de l'intersubjectivité, celui de l'individu, du groupe, de sa famille ou d'une équipe par exemple. Si en suivant Balin, la zone de création primaire est celle de l'éclosion de la maladie, comme celle de l'origine des processus de création, on peut comprendre le registre profondément archaïque de ce qui est à contenir, des failles profondément incarnées et pourtant liées à l'autre, en deçà même de la relation duelle. Nous pourrions avoir ici une figuration de ce que nous appelons maintenant des liens en souffrance. La notion d'enveloppe permet à mon sens de constituer, même au niveau primaire des premiers états du self, des premières perceptions, sensations, l'idée d'une délimitation simultanée entre interne-externe, jeu-autre, somatique, psychique. Le travail à réaliser avec une équipe institutionnelle qui reçoit des personnes polyhandicapées, des personnes en EHPAD, des adolescents en foyer, des patients dans un hôpital, des lycéens comme des bébés à la crèche porte principalement sur ce registre qui rend confus les identités, les souffrances, les demandes et les possibilités d'action. Pourtant, on pourra objecter que toutes ces personnes ne sont pas en souffrance et que certaines demandent effectivement plus de soins. Bien sûr, mais le travail d'équipe est toujours difficile à ajuster au regard de ce registre. Il est présent dans tout lieu et particulièrement en institution où plusieurs acteurs sont reliés les uns aux autres, explicitement ou implicitement, comme les familles. Inventer face aux souffrances actuelles, disponibilité et dispositif. Tout travail clinique est le fruit d'une longue élaboration. À l'heure où tout devrait être rapide, efficace et reproductible, il peut apparaître pour certains comme un archaïsme digne du siècle dernier, voire du XIXe. Ce travail a pourtant fait ses preuves, et il continue de s'affiner et de se complexifier. Le parcours de Roger Lagueux témoigne de cette extension de la psychanalyse, KS 2015, sur le sol des différentes violences qui continuent à se produire dans le monde. On parlera d'enjeux de la transmission. Certes, mais il s'agit aussi et surtout de faire face aux souffrances actuelles. Les groupes Balin peuvent beaucoup nous apprendre. J'ai souligné leur parenté méthodologique avec l'approche psychanalytique du bébé dans sa famille,
formation initiée à la même époque par Esther Bick, Méliès 2005, Bick 1964. Elle a été en analyse avec Balin quand il était à Manchester durant la Seconde Guerre mondiale. Mais au-delà de la petite histoire, il s'agit en fait d'un courant plus profond, présent du temps de Freud et tout particulièrement porté par Ferenczi. Comment approfondir la conception des traumatismes, notamment durant la petite enfance au niveau dit maternel, mais aussi dans les situations extrêmes comme celle de la guerre et de leur prise en charge? La méthodologie des groupes Balin répond à cette urgence. Elle repose sur des temps et des espaces bien différenciés et articulés. Nous avons vu plus haut l'importance que prennent alors le cadre, la dimension groupale du travail associatif ainsi que ce qu'il y a à contenir. Cette base méthodologique a plus ou moins inspiré celle des groupes d'analyse de la pratique, qui se sont généralisés pour plusieurs professions dans le domaine médico-social et éducatif. Soulignons les aspects mis en avant dans cet ouvrage. Le positionnement bienveillant de l'animateur, le respect porté aux uns et aux autres, l'attention scrupuleuse à la clinique et aux personnes prises en charge, le travail associatif entre les sujets présents. Il faudrait ajouter un brin de curiosité, d'aventure et de confrontation aux pépins de la réalité. L'esprit de ces groupes irrigue actuellement toute notre clinique. Comment travailler en réseau en périnatalité? Comme participer à la prévention, au suivi et à l'accompagnement des malades du cancer ou d'autres pathologies? Que faire pour soutenir les équipes prises dans la tourmente des restructurations, des enjeux gestionnaires ou des pressions managériales? Burn-out chez les professionnels, burn-out parental dit-on maintenant, les enjeux se multiplient. Travailler pour rester disponible, travailler pour construire des dispositifs ad hoc, tel est un des enjeux actuels de la clinique. Cet ouvrage s'adresse bien sûr à tous les cliniciens, aux animateurs de groupe Balin et à leurs participants, ainsi qu'à tout soignant ou personne aux prises avec la souffrance. En alliant un lien direct avec la pratique et une très bonne présentation pédagogique des concepts, il saura trouver sa voie dans la pensée de chacun. Denis Méliès, professeur de psychologie clinique et psychopathologie, laboratoire de psychologie, Université de Bourgogne-Franche-Comté. Lyon le 23 décembre 2020. Anzieudet et al., Les enveloppes psychiques, Paris, Duno 1987. Biqueux, remarque sur l'observation de bébés dans la formation des analystes. 1964, In Journal de la psychanalyse de l'enfant 12 14 à 35, 1992. Lyon WR, Recherche sur les petits groupes 1961, Trad FR. Paris PUF 1965. Gauljac, Devé, La société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social, Paris Seuil 2005. KSR, L'extension de la psychanalyse. Pour une métapsychologie de troisième type, Duno 2015. Méliès D. Les bébés en détresse. Intersubjectivité et travail de lien, Paris PUF 2005. Première partie, Malaise dans la clinique et cadre de soins. Chapitre 1, L'enfant maltraité et son devenir, le cadre restaurateur. Le mur de Berlin est tombé depuis quelques années, mais quand les vacanciers occidentaux visitent l'ancienne Allemagne de l'Est, ils sont frappés de constater que 45 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de villes, de villages, montrent encore l'état de leur destruction. Des immeubles, des maisons, voire des quartiers ne sont pas restaurés. Il y a à cela des raisons bien complexes mais quelques échanges avec les gens du pays en font apparaître deux plus nettement. Se souvenir en gardant des traces de la violence de la destruction et l'impossibilité de restaurer, de reconstruire seul, pour des raisons économiques. Analogiquement, qu'en est-il pour le sujet maltraité dans son enfance? Bien des cas de figure se présentent, notamment en raison de la gravité et de la précocité des mauvais traitements et de leur contexte. Mais dans tous les cas, la nécessité d'un cadre restaurateur apparaît, avec une prise en charge plurielle. Pour le clinicien psychanalyste que je suis, 3 types de cadres retiennent mon attention. Le cadre de la psychothérapie individuelle. Le cadre institutionnel. Le cadre groupal thérapeutique. Le cadre de la psychothérapie individuelle. C'est un cadre pour un sujet humain singulier, ici enfant ou adolescent maltraité. Un cadre d'écoute avec la garantie que ce qui se dit ne sera pas répété, écoute ne voulant pas dire complicité.
C'est un espace déterminé, en dehors du lieu éducatif, pédagogique ou de vie pour éviter les confusions, avec un dedans et un dehors, avec des limites, un temps défini. Un espace où l'on peut tout dire mais pas tout faire. Un espace où l'adulte et l'enfant communiquent progressivement et conjointement comme dans un espace de jeu, Winnicott. Il importe en effet que la situation de rencontre devienne transitionnelle, dans le sens où l'enfant peut l'investir comme si le psychothérapeute empruntait des éléments en provenance de la mère suffisamment bonne, pour reprendre les mots de Winnicott. Souvent la fonction de par-excitation a été malmenée ou défaillante chez l'enfant maltraité. Le cadre de la psychothérapie peut contribuer à la restaurer dans un certain nombre de situations. Cette fonction de par-excitation, remplie par la mère à la naissance, comporte deux éléments importants, protection de l'enfant et stimulation. C'est de cette façon que la mère participe à la construction du narcissisme de l'enfant. Ce lien dynamique de protection et de stimulation en alternance peut être considéré comme le modèle fondamental de l'étayage objectal du fonctionnement psychique. Il s'agit d'une forme d'étayage narcissique. Exemple clinique. Au cours de 2 phases de la psychothérapie d'un enfant maltraité, une phase pendant l'enfance et l'autre à la grande adolescence, s'est développé l'équivalent d'un par-excitation. Cet enfant abandonné par sa mère, repris à 2 ans, avait été battu, humilié par elle. Nous remarquons ensemble sa très grande sensibilité au volume des voix féminines. Quand une femme élève la voix et le contrarie, c'est pour lui une intrusion sonore qui le met en rage, il peut alors cogner et casser. Petit à petit il essaie de ne pas répondre, de quitter le lieu. Il va dans sa chambre se mettre à l'abri comme il dit. Puis il commence à faire la différence entre la voix de sa mère et celle d'une autre femme. Désireux de revoir sa famille, il en était séparé par décision du juge et à sa demande, il est angoissé à l'idée d'entendre la voix de sa mère au téléphone. Je lui demande si écrire ne serait pas plus facile. Ce qu'il fait au Nouvel An. Et petit à petit s'amorce une communication épistolaire et téléphonique. Puis c'est le rendez-vous à la maison pour manger quelque chose préparé par la mère mais sans rester dormir. N'est-ce pas là restaurer des liens tout en gardant une certaine vigilance ? N'est-ce pas aussi une façon de trouver une bonne distance, dans la relation mère-fils ? Cet exemple illustre combien la prise en charge plurielle dans des cadres différents, espace-lieu de vie, espace éducatif, espace psychothérapique, et reconnue dans leurs différences, peut contribuer à tamponner certains effets négatifs de l'un et l'autre cadre. À propos de 2 relations et techniques complémentaires, par exemple éducateur et psychanalyste, Jean-Pierre Chartier dit même qu'il faut parler de la multiplication et non de l'addition des résultats. Mais ici aussi la règle d'abstinence s'impose, c'est-à-dire l'obligation pour le psychanalyste de ne pas intervenir dans le champ d'exercice de l'éducateur ou de la personne qui intervient au niveau de la réalité, et réciproquement. Un cadre pour recevoir et contenir. Il faut donc un cadre pour exprimer, recevoir et contenir les investissements positifs et négatifs, notamment la haine, la violence et ce qu'on pourrait appeler le désir de vengeance. Très souvent le psychothérapeute est très mobilisé, pour ne pas dire mis à l'épreuve par l'agir, la violence des gestes, des comportements de l'enfant ou de l'adolescent maltraité. Ainsi dans une psychothérapie d'enfant, il me fallait dire et rappeler la loi de l'interdit de faire mal et de se faire mal. L'enfant maltraité savait beaucoup de choses de son histoire et de sa famille, et notamment l'emprisonnement de son père pour meurtre, mais il ne pouvait et ne voulait en parler. Et pourtant, il était d'accord pour venir me voir. Dans ces séances, il était submergé par son excitation et souvent pris dans la tornade de sa violence. Entre lui et moi, 2 objets seront très investis et serviront de médiateurs. Un petit nounours et un gros nounours en peluche. Le petit sera cogné sans parole et avec rage. Quand je voudrais intervenir, parler, interpréter, j'entendrai un vibrant « tais-toi ». Comme en dehors du temps je suis devenu l'enfant qui n'a droit qu'à se taire, et lui est le père qui cogne. Quant au gros nounours, plus tard il sera attaché, frappé, torturé, emprisonné. Les séances sont pleines de silence, mais l'enfant, après un moment d'excitation, est très concentré. Quand j'essaie de traduire avec mes mots ce que je ressens ou comprends, dans une première phase, il ne me répond rien. Dans une deuxième phase à la question « Qui est celui-là ?» il me répond « Tu le sais bien. »
Façon de me signifier qu'il m'a fait partager quelque chose de la violence qui se passe en lui à l'égard de son père, et qu'il sait que je le sais. Dans une troisième phase, il verbalise sa haine, son désir de mort pour son père. Après cela, il passe beaucoup de temps à délimiter des espaces de jeu, à dessiner des feux de signalisation, ceux des rues de son quartier et particulièrement les feux rouges. Un cadre en somme pour exprimer et contenir, une règle, un interdit, pour rappeler le danger, mais aussi protéger. La mise en parole du vécu violent et destructeur est difficile. Mais son élaboration ou sa mise en sens dans une expérience relationnelle nouvelle, n'est-elle pas la condition pour un enfant maltraité d'une restauration narcissique et donc d'une restauration de la capacité de penser les conflits humains au lieu de les répéter ? Le cadre institutionnel. Il appartient aux professionnels concernés d'en parler. Mais la collaboration concrète en tant que clinicien et psychanalyste avec certaines équipes de terrain m'amène à observer que le devenir de l'enfant maltraité dépend pour une part importante du cadre institutionnel offert. Celui-ci amène-t-il à constituer ce que René Caès appelle un appareil psychique groupal, capable de penser les conflits au lieu de les agir à son tour ? Mon sentiment, c'est qu'une équipe institutionnelle n'arrive vraiment à élaborer des solutions vivifiantes pour des enfants maltraités qu'après avoir traversé, dépassé, c'est-à-dire pensé, élaborer deux positions auxquelles elle ne peut manquer d'être confrontée, à savoir la position persécutive et la position dépressive. Quand les membres d'une équipe se vivent comme non considérés ou mal considérés dans leur statut, dans leur rôle, dans leurs paroles ou leurs actions, quelle qu'en soit la réalité, en un mot, quand les membres d'une équipe se vivent comme maltraités, leur appareil psychique groupal est entravé dans sa capacité de penser, d'innover, de créer. L'important ici est donc d'instaurer ou de contribuer à instaurer un cadre restaurateur quelle que soit sa place ou sa position dans l'organisation sociale, que l'on soit administratif, élu, décideur ou professionnel de terrain. Modestement, le clinicien psychanalyste, dans certaines situations, peut aussi aider à la métabolisation nécessaire. Dans la conclusion de leur livre Parents maltraitants, enfants meurtris, Albert Crivillet, psychanalyste, et ses collègues travailleurs sociaux écrivent : les actes de violence de certains parents peuvent entraîner en réponse d'autres actes quelquefois à peine moins violents et commis de bonne foi par ceux qui viennent pour aider et protéger, tant les émotions vécues par chacun des intervenants peuvent être particulièrement violentes et difficiles à maîtriser elles aussi. Pour arrêter la répétition en chaîne de cette violence, il faudra lui donner un cadre pour son élaboration. Le cadre du groupe thérapeutique. Pour répondre à la question du devenir de l'enfant maltraité, compte tenu des recherches d'aujourd'hui, nous devrions chercher davantage du côté groupal. Pour un sujet humain blessé dans son narcissisme, il est important que l'espace groupal, auquel il est confronté, soit vécu comme un bon espace, qu'il puisse l'investir libidinalement et le vivre comme plein d'énergie, comme créateur. Qu'il y ait là de l'illusion groupale, bien évidemment, mais c'est une illusion nécessaire, comme dit Anzieux. Cette illusion groupale est en effet un moment fondateur pour permettre d'affronter certaines difficultés, certaines désillusions et reconnaître des limites structurantes. Dans une communication remarquée au Congrès international de Zagreb en 1986 sur « Les psychothérapies de groupe dans le monde moderne », René Caès, psychanalyste et professeur de psychologie clinique à l'Université de Lyon 2, parlait du malaise du monde moderne et de l'expérience transitionnelle du groupe. Dans cette conférence, il disait l'importance du groupe pour un sujet humain. Ce qui n'aurait pu se former dans l'espace psychique individuel pourrait se constituer dans l'espace psychique groupal et se transformer à travers le processus associatif du groupe. Chez les individus, dit René Caès, le groupe peut rétablir la circulation fantasmatique intra- et intersubjective, et avec elle les dispositions au jeu, à la créativité et à la symbolisation. Le groupe peut défaire des identifications imaginaires et reconstruire de nouvelles identifications narcissiques et symboliques. Selon cet auteur, il permet souvent mieux que la psychothérapie individuelle de retrouver et de perlaborer les traumatismes précoces. Il serait donc souhaitable de regarder du côté du groupe thérapeutique, de la thérapie familiale psychanalytique dans certaines situations, et particulièrement du psychodrame analytique. Il y aurait la matière à poursuivre la réflexion sur le sujet d'aujourd'hui, dans un colloque spécifique. Chapitre 2 :
l'enfant victime d'inceste est pris en charge psychothérapie. Les professionnels qui sont amenés à prendre en charge des enfants ayant subi un grave traumatisme incestueux ne manquent pas d'être confrontés au problème de leur contre-transfert, qu'ils en aient conscience ou non. Les auteurs qui en parlent emploient des mots puissants ou très connotés ou disent qu'il n'y a pas de mots pour dire l'inceste ou la maltraitance. Il est sûr que c'est un problème de contre-transfert qui est au point de départ de nos soirées balins sur l'inceste, l'incestuel, les abus sexuels, à partir de la demande émanant de nos contre-investissements. Et ceux qui sont ici aujourd'hui savent que la dynamique mortifère d'un enfant ou d'un adolescent gravement abusé ou violenté sexuellement peut être redoutable. Elle peut mettre en échec ou du moins en grande difficulté l'établissement scolaire, même spécialisé, la famille d'accueil, le médecin ou le service hospitalier, le psychothérapeute ou le groupe de psychodrame comme nous le verrons plus loin. Elle peut casser les liens familiaux, les liens thérapeutiques, les liens sociaux. Un article de 1996 nous invite même à nous demander si à l'heure actuelle, nous disposons des grilles et des outils nécessaires et suffisants pour nommer et traiter ce qui parut bien longtemps véritablement intraitable. C'est ce type de questionnement qui m'a incité personnellement à mettre en place avec une dizaine de confrères un groupe de travail sur le traumatisme incestueux, dans le cadre du 4e groupe. C'est là pour nous un espace de recherche théorico-clinique et de confrontation de nos pratiques. Les propos de l'article mentionné peuvent en effet renforcer notre modestie, mais ils peuvent aussi stimuler notre recherche et nous aider à porter un regard critique sur nos propres pratiques d'intervention. Pour la démarche d'aujourd'hui, si je devais exprimer brièvement une conceptualisation, je dirais que la prise en charge psychothérapique doit répondre à 2 critères. Être posée sur 2 socles, l'observation clinique et la nécessaire métapsychologie. Nous pourrions reprendre ici l'aphorisme de certains auteurs: si le contexte s'impose, le cadre se pose. Être intégré ou relié à un réseau de prise en charge. Ce sont des scènes à 3, voire des scènes à plus de 3. Dans les 2 schémas, la relation d'inceste ou d'abus sexuel est figurée par des traits pleins noirs. Nous observons un brouillage des frontières intergénérationnelles. L'interchangeabilité des membres, des places, des rôles. Ce qui entraîne perte de repères et confusion. Dans le cas numéro 2, la mère et le père sont divorcés. La mère est alcoolique. Elle a été violée, inceste, quand elle avait 9 ans et abandonnée petite. Brèves observations. Nous avons ici un contexte particulièrement sordide, beuverie, débauche sexuelle. L'enfant N ne supportait pas la débauche sexuelle de sa mère avec ses poivreaux. Il lui arrivait de jeter un verre d'eau à la figure de celui qui faisait l'amour avec sa mère devant tout le monde. Entre 7 et 10 ans, cet enfant était souvent attaché sur la table avec des cordelettes ou des élastiques, ou maintenu de force pour les sodomisations ou autres abus sexuels. Auparavant, grave carence de l'environnement paternel et maternel. La peur. Ces 2 enfants ont vécu une peur intense, confinante à la sidération. Ils se sont sentis physiquement et moralement sans défense. Le petit N criait « ça me fait mal ». Mais sa mère dans son ivresse riait. Le petit A ne criait pas. Il avait peur d'être battu, d'être tué. Il s'adaptait. Mais bien après les faits, il était tenaillé par une double peur contradictoire. La peur de garder en lui quelque chose d'horrible et la peur de dire « ma tête va éclater », disait-il. Le jeu. Le jeu, l'humour sont exclus pour nos 2 enfants. Quant au plaisir, on ne sait pas. L'enfant N ne joue pas, dira la famille d'accueil, car son seul jeu c'est d'agresser un plus petit que lui. Et il ne peut pas vivre la solitude. J'observerai que l'attente, seule dans la salle d'attente, est source d'une grande anxiété et d'excitation agressive. La stimulation sexuelle prématurée a pour conséquence chez l'enfant N des conduites répétitives ou des tentations de réactualisation de l'abus sexuel ou de recherche de stimulation sexuelle. Il se situe dans la provocation sexuelle ou recherche activement le contact sexuel avec d'autres, enfants ou adultes. Ce n'est qu'avec ce genre d'enfant que j'ai été provoqué moi-même sexuellement aussi crûment et directement. Chez l'enfant N, les conduites agressives destructrices sont fréquentes. Chez l'enfant A, l'agressivité est retournée contre lui-même, mais les conduites phobiques sont quotidiennes. Par ailleurs,
nous constatons un déficit intellectuel chez les deux. L'enfant N a une excellente mémoire, dit la famille d'accueil, et pourtant il ne peut s'en servir pour se souvenir des lettres et des mots. Qu'est-ce qu'il ne faut donc pas savoir? L'enfant A, lui, apparemment n'a pas de mémoire. Les émotions et surtout la peur le rendent amnésique. La nécessaire métapsychologie. L'observation clinique est importante pour notre démarche. Elle est même nécessaire, indispensable. Et pourtant elle ne suffit pas. C'est pour cela que nous parlons de métapsychologie. En effet, nous avons besoin de comprendre. La psychologie des phénomènes conscients ne nous suffit pas. La métapsychologie, c'est au sens strict une extension de la psychologie qui cherche à intégrer l'arrière-plan du conscient. Freud a même dit que la métapsychologie était l'autre nom de la psychologie de l'inconscient. Si nous décomposons le mot, le préfixe méta désigne à la fois l'à côté du conscient et l'à côté de la psychologie. Sophie de Mijola dit que pour Freud la métapsychologie c'était un auto-commentaire de la clinique psychanalytique, et qui consiste à clarifier, à approfondir les hypothèses théoriques. La métapsychologie cherche à expliciter et à considérer de façon précise le fond même de la chose analytique. Et pour mieux nous faire comprendre sa réflexion-théorisation, Freud va utiliser un repérage emprunté au monde de la physique en nous disant que la métapsychologie se présente comme la mise en perspective de tout phénomène, en se référant à 3 points de vue. Premier point de vue, celui des lieux, la topique. S'agit-il d'un phénomène conscient, préconscient ou inconscient? Ou après 1921? Qu'en est-il du ça, du moi, du surmoi? Deuxième point de vue, celui des forces en présence, la dynamique. Les conflits ici sont représentés comme des antagonismes, des oppositions, des rapports de force à l'intérieur même du sujet humain. Troisième point de vue, celui des quantités. C'est l'économique, par la prise en compte de l'énergie mise en jeu. Quand Freud nous dit que la métapsychologie est un mode de conception, il signifie qu'il y a là une ambition explicative, et pas seulement descriptive. Décrire ce qui se passe ne nous suffit pas, il nous faut chercher à expliquer. Mais toujours cette explication se réalise en considérant tout processus psychique d'après les 3 coordonnées, les 3 points de vue, topique, dynamique, économique. Et en 1937, Freud dira que sans une spéculation, une théorisation, une fantasmation métapsychologique, on n'avance pas d'un pas ici. Il va même jusqu'à assimiler la métapsychologie à cette sorcière, qu'on doit appeler à la rescousse lorsqu'on se trouve face à une énigme, même si les renseignements de la sorcière ne sont pas très détaillés. Ce sur quoi il faut insister, c'est que la métapsychologie, pour nous ici, comporte un risque nécessaire et maîtrisé de pousser la pensée au-delà de ce qui est strictement acquis par l'observation clinique. Ne serait-ce pas une autre traduction possible de méta? La vraie dimension de la métapsychologie, c'est comme disait Freud en 1937, la mise en savoir de l'inconscient. À cette lumière, je voudrais m'arrêter sur quelques points qui me paraissent importants à considérer pour la prise en charge psychothérapique de l'enfant A et de l'enfant N. Le traumatisme psychique. Pour ces 2 enfants, la situation d'inceste n'est pas seulement un choc, une blessure, un trauma par effraction corporelle et qui pourrait être soigné en tant que tel, comme nous l'avions vu avec Régine Torte-Saint-James à notre première soirée Balin. Ici pour l'enfant A comme pour l'enfant N, l'environnement chargé de protéger et de soutenir non seulement a été mais est gravement défaillant et hostile. Je pense ici à l'environnement maternel et familial, carence primitive. Ces 2 enfants sans défense externe et sans défense interne suffisante, sont confrontés à la frayeur du choc et mobilisés dans leurs mouvements pulsionnels d'une façon démesurée. Pour ces 2 sujets humains, la réponse à l'intérieur va être un véritable traumatisme psychique et l'identification à l'agresseur semble être le mécanisme de défense utilisé pour faire face aux dangers encourus. Sándor Ferenczi, dès 1932, a des pages intéressantes à ce sujet où il dit « L'identification à l'agresseur est en fait une introjection psychique qui permet à l'enfant d'échapper de manière quasi hallucinatoire, comme dans un rêve ou une transe, à une réalité violente qui fiche ses fantasmes. » Cette introjection comprend en même temps les sentiments de culpabilité de l'abuseur adulte, que l'enfant reprend à son propre compte et entraîne la confusion des sentiments et le clivage des émotions. L'enfant se vit alors comme tout innocent, tout bon ou tout coupable, tout mauvais.
Son moi est clivé. Rite sacrificiel de mise à mort psychique. Dans le scénario traumatique que j'ai rapporté dans l'observation clinique, l'enfant N est attaché sur la table pour être sodomisé ou abusé sexuellement sous les yeux et avec la complicité de sa mère. N'avons-nous pas là un véritable rite sacrificiel de mise à mort ? C'est la rupture d'une filiation, une mise à mort psychique. N n'est en effet ni un enfant, ni un adulte. Ce n'est pas un sujet humain. C'est une chose sexuelle ou ce n'est rien. Il y avait déjà des trous dans cette filiation en raison des défaillances maternelles et paternelles, mais on pouvait encore faire comme si. Ce n'est plus le cas. Entre la mère et l'enfant, on ne peut plus parler de lien transgénérationnel, mais plutôt de ligature dans un processus de destruction. Pour l'enfant A, il y a quelque chose d'identique qui était déjà là lors des scénarios traumatiques, mais qui va être particulièrement mis en lumière lors de la scène de confrontation chez le juge. Et soit dit en passant, en mon âme et conscience de citoyen, et pas seulement de thérapeute, je me demande pourquoi nous mettons encore en place dans notre société des dispositifs qui s'avèrent être, comme dans le cas présent, de véritables rites sacrificiels de mise à mort psychique. Confronté à la machine judiciaire, l'enfant A se souvient des menaces de représailles s'il parle et il se rétracte en disant « J'ai menti ». Et il obtient le sourire de son père. Ce qui se passe ici, c'est que l'enfant A se trouve dans un tel état de détresse face à l'effroi de la menace de mort que ses barrières défensives s'effondrent et il développe un sentiment de perte d'estime à l'égard de lui-même. C'est l'équivalent de ce que Tridon et Marion, 1990, appellent le syndrome de Stockholm. Et l'identification à l'agresseur va permettre à l'enfant A de jouer ici un rôle d'empathie quasi thérapeutique auprès de son père abuseur, afin de le rendre plus aimable, ne lui a-t-il pas souri, ou plus supportable, voire un peu plus sain. Avec le déni de réalité, il y aurait là un mécanisme de défense pour affronter des affects insupportables comme si la régression à un stade plus précoce pouvait créer un état de dépendance sécurisant. Au plan de son économie psychique, le prix à payer pour l'enfant A est élevé. Il ne se souvient de rien pendant plusieurs mois, l'amnésie gagnant de nombreux domaines, il ne sera qu'un pantin dans les scènes de psychodrame, et l'état de confusion ne se dissipera pas rapidement. Ainsi un temps s'écoule entre le moment de l'abus sexuel, celui du traumatisme et celui du symptôme. Le symptôme n'est en fait que l'écriture après coup du traumatisme. L'enfant a fait comme si cela ne s'était pas passé, ou comme si cela ne le concernait pas. Mais il porte en lui la marque de la souffrance. Et pourtant, il ne comprend pas le sens de cette souffrance qui n'est rien d'autre, selon les psychanalystes, que le signe de l'oubli ou du déni ou de ce retard qu'il aura accumulé tout au long de sa destinée. Les symptômes sont ici un compromis qui s'inscrit dans le temps. Mais comme disait Françoise Dolto dans La cause des enfants, un enfant porteur de ces symptômes est un sujet en quête de vérité qui interroge au moyen de symptômes, l'origine de sa souffrance et cherche à révéler par ses troubles son désir de savoir. Nous constatons donc que l'action du trauma sur la pensée est catastrophique. Le trauma dévitalise l'énergie intrapsychique du sujet, et enraie ses processus de mentalisation et de symbolisation. La reviviscence, la remise en route sera le travail proprement dit du cadre psychothérapique. Cadre psychothérapique. La prise en charge psychothérapique doit être intégrée ou reliée à un réseau de prise en charge. Avec tout ce que nous venons d'entendre ou de dire, vous aurez compris que la prise en charge psychothérapique n'est pas et ne saurait être la seule. Il y en a d'autres et il en faut même plusieurs ou si vous préférez, la prise en charge de tels enfants ne peut se faire qu'à plusieurs. Et à mon avis, l'essence même de la prise en charge psychothérapique, c'est qu'elle soit intégrée à un réseau, articulé à d'autres prises en charge. À partir de mon expérience, je vais vous présenter les deux dispositifs mis en place pour les deux enfants dont nous avons parlé. Premier dispositif. L'entretien collectif est nécessaire, il réunit le référent ASE, la famille d'accueil, le référent du centre spécialisé, voire centre de soins, et l'enfant, c'est-à-dire les porteurs de la demande. Exploration de la demande. Pourquoi ces personnes souhaitent-elles que l'enfant fasse une psychothérapie ou du psychodrame ? Il s'agit d'entendre des choses sur les difficultés de l'enfant, ses comportements, mais aussi ce que ces difficultés provoquent chez l'enfant et chez les autres, enfants adultes. D'entendre aussi des informations sur la place de l'enfant,
le type des liens tant avec la famille d'origine qu'avec la famille d'accueil, l'établissement l'extérieur. Qu'en est-il des liens de filiation ou d'affiliation? Il s'agit de vérifier si l'enfant s'approprie la demande, d'énoncer la règle de loyauté envers le patient. Ce qui se dit ici appartient au sujet présent. Pas d'informations reçues en dehors de cet espace et en dehors de la présence de l'enfant. Pour la psychothérapie individuelle, demande de paiement, symbolique, négociation à ce sujet et négociation du rythme et des horaires. Deuxième dispositif. Ce deuxième dispositif va naître d'un problème important de contre-investissement ou de contre-transfert. En juin 1996, l'enfant N, faut-il écrire l'enfant N, c'est-à-dire objet de haine meurtrière, chargé de haine? Va, en effet, provoquer des réactions au bord du rejet massif et généralisé en raison de ses comportements impulsifs, agressifs et violents quasi délirants, à l'établissement spécialisé, au centre hospitalier, dans la famille d'accueil, au groupe de psychodrame d'enfants. Une rencontre avec l'enfant et les référents, AAS, établissement spécialisé, famille d'accueil, aboutit à la mise en place de ce deuxième dispositif de prise en charge psychothérapique qui comporte en fait 3 espaces. Espace du psychodrame individuel, l'enfant N avec 3 psychodramatistes, 1 séance par semaine. J'ai négocié la collaboration de 2 collègues, un homme et une femme, avec 2 institutions. Espace d'entretien familiaux, 1 séance par quinzaine, l'enfant N, la famille d'accueil et moi. Espace de psychothérapie individuelle, 1 séance par quinzaine, l'enfant N et moi. Ce dispositif 2 n'est donc que le renforcement du premier. Vous en aurez constaté la triangulation importante. N'est-il pas judicieux de nous souvenir que N, comme l'enfant a vécu dans une famille à triangulation perverse, c'est-à-dire pseudo-triangulation. Il importe donc que dans le cadre de prise en charge psychothérapique, la triangulation symbolique soit au rendez-vous et soit authentique. Chacun des 3 pôles psychothérapiques est ouvert sur les autres pôles de prise en charge. La reconnaissance de l'autre dans son statut différencié, dans ses rôles spécifiques est signifiée chaque fois que la situation l'exige mais doit aussi être repérable pour l'enfant. Ce dispositif avec ses groupes internes et ses groupes externes me semble être une sorte de néo-groupe, favorisant l'étayage et constituant un espace de possible, où puisse s'ancrer l'identité de l'individu, le sentiment d'appartenance et où les différences puissent s'exprimer. Différences, qui à leur tour vont façonner la différenciation et l'identité pour mener à la séparation et à l'autonomie. Ce n'est pas un leurre de penser qu'il y a un va-et-vient entre l'interne et l'externe. L'enfant N s'arrangera pour être au cœur de bien des négociations, signe qu'il y trouve un espace à lui, espace de jeu transférentiel, espace de désir contradictoire, espace d'expérimentation et de vérification que les adultes ne sont pas tous des menteurs, pour reprendre son expression. Ne sommes-nous pas ici au cœur du dégagement de l'emprise mortifère? Mais le processus thérapeutique n'apparaît-il pas comme la répétition, la reprise, la transformation dans l'espace constitué et les liens privilégiés du transfert de ce qui n'a pu l'être? Chacune des 3 modalités de prise en charge psychothérapique va y contribuer à sa manière. Le psychodrame individuel. Ce groupe de 3 psychodramatistes avec l'enfant N pourrait être considéré comme un groupe contenant dans le sens où Bion parlait du psychisme maternel qui peut recevoir les vécus bruts de l'enfant en dépôt, pour les transformer grâce à sa capacité de rêverie. À ce titre, le groupe de psychodrame favorise la restauration du moi et d'une certaine estime de soi grâce à l'instauration d'une certaine ère d'illusion, pour reprendre Winnicott, celle où le narcissisme s'épanouit. Ceci est rendu possible par la participation ou le jeu des thérapeutes avec l'enfant. Ces thérapeutes deviennent comme des objets narcissiques. Il y a donc là un cadre où les 3 thérapeutes sont supports d'identification narcissique nouvelle, mais dans la différence des sexes et des générations. La participation au jeu n'empêche pas les psychodramatistes de conserver l'activité du surmoi. Ils sont gardiens de la règle, de la réalité. Mais dans ce cadre il y a place pour la figuration, la symbolisation. À partir d'une histoire de fantôme en colonie de vacances et la mise en acte, la mise en mots du scénario, voilà que nous avons accès à d'autres fantômes, ceux qui hantaient ou hantent l'enfant dans ses cauchemars. Ceux-ci, dit l'enfant après le jeu, ont disparu avec les médicaments, façon pour lui de commencer à parler de soins nécessaires qu'il accepte.
Le travail de figuration est un travail de transformation qui donne accès à la souffrance. Nous pourrions consacrer beaucoup de temps à parler du travail de symbolisation fait dans cet espace de psychodrame individuel, à essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les objets bruts, les vécus bruts. Scènes de violence, de menaces, d'insultes ou scènes de tendresse avec le lapin ou le poussin. Ce travail est intimement lié au transfert de l'enfant N, transfert diffracté sur chacun des thérapeutes ou sur des personnes extérieures. Le transfert de la mauvaise mère n'est pas le plus simple à gérer, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi du transfert positif. Une chose est sûre, si jamais nous n'avons demandé à l'enfant N d'évoquer, de jouer quelque chose des scènes traumatiques dont nous avons parlé, pratiquement à chaque séance, l'enfant lui-même laissait échapper un mot ou une petite phrase y faisant allusion. Entretiens familiaux. La séance toutes les 2 semaines apparaît comme importante. Elle amène dans cet espace thérapeutique ce que chacune des 3 personnes de la famille d'accueil veut bien y amener. Ce sont des scènes du quotidien où la question des désirs, des règles, des limites est présente et même d'une façon tempérée, comme disent certains l'interdit de l'inceste. C'est un espace d'étayage pour l'enfant face à la famille et réciproquement. Mais je constate que c'est un lieu de verbalisation de l'histoire, grâce au travail des associations. La famille parle de l'histoire de N, de son histoire avec lui, et N se souvient de petites fresques de son passé et parle aussi de sa vie avec les différents membres de cette famille. Lors d'une séance à propos d'agression, N nous lâche, les enfants ne peuvent pas porter plainte. La mère de famille lui répondra, toi tu as porté plainte. L'assistante sociale a soutenu ta main pour écrire ta lettre et on était tous avec toi. Cet espace, s'il est pour une part un contenant de négatif pour reprendre une expression d'Evelyne Granjon, permet aussi à N de repérer des points d'appui pour la nécessaire élaboration des violences subies dans les liens de filiation. L'entretien individuel. Au fil du temps dans cet espace, s'est développé un transfert important souvent chaotique, paradoxal, négatif mais aussi positif. Je ne retiendrai ici que le versant positif. Lors d'une séance de psychodrame, l'enfant N ne disait-il pas en parlant de moi et en me regardant « Lui il sait, lui me connaît ». Petite phrase lourde de sens et comme chargée d'une nouvelle histoire par ses allusions. Allusion aux lointaines séances individuelles, où il était venu me voir avec des coupures de journaux au moment du procès, les assises de sa mère et de ses comparses. Il me demandait de lui lire ça. Il écoutait avec attention et émotion. Après coup, je me suis demandé s'il n'écoutait pas cette histoire comme l'histoire d'un autre qu'on raconte aux enfants le soir pour l'apaisement. Les mots mis sur les récits semblaient mettre quelque distance avec les faits traumatiques et tamponner les blessures. Allusion aussi aux séances de négociation, concernant la continuité et les modalités de sa démarche psychothérapique. La présence ponctuelle d'un adulte référent, à sa demande, semblait signifier qu'il ne pouvait poursuivre le chemin seul avec moi ou avec les autres psychanalystes sans vérifier de temps en temps que les adultes du réseau mentionnés ci-dessus étaient bien là et en cohérence. Les lettres d'invitation, écrites avec mon aide au référent du réseau pour une rencontre, vont dans le même sens. L'entretien individuel de quinzaine est donc un espace pour parler de ce qui vient à l'esprit de l'enfant. Mais des questions sont là ou reviennent là avec insistance. Elles tournent autour de la mort, de la sanction, de la loi. Parfois nos échanges transforment ces questions en associations pour l'enfant. Est-ce le moyen pour un travail de requalification des limites, des interdits ? L'enfant N n'aime pas jouer ni dessiner et pourtant un jour, il m'invite à jouer au squiggle, chose qu'il ne faisait plus depuis longtemps. Et voilà qu'en me laissant guider la main par la sienne ou en accompagnant la sienne, un grand personnage apparaît. À l'intérieur, comme en son sein, il y a un petit personnage bien représenté. N me signifie clairement que le grand personnage c'est moi, et que le petit c'est lui. Rarement séance n'a été aussi calme. Conclusion. Quelque part ces 3 pôles thérapeutiques tiennent en s'appuyant l'un sur l'autre ou l'un sur les autres et les autres sur l'un. Si nous avons vu à l'œuvre les processus de déliaison dans les scènes traumatiques, nous pouvons aussi repérer au fil du temps les processus de liaison ou de reliaison chez l'enfant N, comme chez l'enfant A dans les groupes internes ou externes dont nous venons de parler. Le cadre de prise en charge psychothérapique évoqué ici n'est pas un modèle, encore moins une recette qu'on pourrait reproduire sans examen des données cliniques et métapsychologiques.
C'est un dispositif qui demande que les partenaires du réseau de prise en charge essaient de parler ensemble pour qu'il prenne sens, qu'il ait une certaine cohérence pour chacun aux yeux même de l'enfant. L'essentiel n'est-il pas que l'enfant A ou l'enfant N éprouve que c'est un espace pour lui, le temps nécessaire pour la transformation interne, à l'instar du poussin dont parlait N, poussin qui sait le moment venu casser l'enveloppe pour d'autres espaces. Chapitre 3 – Incestualité et relations de soins. Congrès Balin de Besançon, 2013. La question de l'incestualité concerne beaucoup de monde, et parfois d'une façon plus brutale et plus proche de nous qu'on ne le pense souvent. Elle concerne en priorité l'enfant ou le mineur, mais aussi les parents, la fratrie, la famille élargie, le médecin, le psychothérapeute, le soignant, le travailleur social, l'enseignant, le policier, l'avocat, le juge, l'homme politique et tout citoyen tant elle est un fléau humain et social quelle que soit notre culture. Le livre de Tony Maguire, Ne le dis pas à maman, met au jour la violence barbare mais cachée de l'inceste d'un père avec sa fille, mais aussi la résistance à sa prise en compte même par des proches, en l'occurrence la mère et d'autres membres de la famille. Nous observons aussi dans ce livre le refus d'écoute, le refus de soins par des personnes dont c'est pourtant le métier, comme le médecin. Les faits d'inceste existent depuis toujours. Mais l'incestualité a été plus nettement mise en lumière il y a moins de 30 ans. Paul-Claude Racamier, que les gens de la région ont peut-être connu, y a largement contribué. Il y a près de 40 ans, j'ai animé mon premier groupe Balin à Besançon pour des assistantes sociales de Franche-Comté. Aucune participante n'a évoqué sa confrontation à la situation d'inceste. La loi du silence, ça on le sait dans l'après-coup, fonctionnait encore très bien dans la culture ambiante. Nous sommes tributaires de notre époque, de notre contexte social et culturel, comme le fut Balin quand il mit en place sa formation recherche. La loi du silence en fait partie. 20 ans après, c'est-à-dire dans les années 93-94, il en va tout autrement. Comme nous l'observons, après coup bien sûr, les congrès sont souvent le miroir de phénomènes sociaux importants. Ils sont mis en place pour que les professionnels puissent tenter de clarifier leur clinique et trouver des solutions plus ajustées. Le Congrès national sur les enfants maltraités en 1991 le démontrait amplement. À la suite de ce congrès, je suis sollicité pour un groupe Balin par le médecin du rectorat de l'Académie de Poitiers et le service social de cette même académie, pour un groupe d'assistantes sociales pour tenter de répondre à leur malaise et mal-être. Brutalement, ces assistantes sociales sont confrontées au dévoilement d'inceste, d'abus sexuels ou de maltraitance grave de mineurs au collège et au lycée. Comme les victimes, elles sont dans une sorte de sidération. Elles ont besoin d'un espace contenant, en confidentialité, pour déposer ces charges émotionnelles et sensorielles dont elles sont envahies. Faire le récit de ce qui leur arrive. L'appel au secours de jeunes filles ou de jeunes garçons en grand désarroi et rongés par la honte et la peur. Ces professionnels ont besoin de mettre en mots ce qui survient ou éclate au grand jour pour ces enfants et adolescents. Mais aussi mettre en mots ce qui vient les paralyser, les empêcher de penser. Elles ont besoin de parler, d'être écoutées. Elles ont besoin aussi d'écouter les réactions des autres, les discussions des autres, d'écouter le tiers groupal ou le tiers animateur. C'est une véritable mise au travail qui s'opère et d'une grande intensité pour essayer de décrypter l'indicible, l'inentendable, l'irreprésentable, et essayer de comprendre, de trouver des solutions les plus ajustées possibles. Ce groupe Balin va aussi me travailler. Il va susciter chez moi un double questionnement et une double démarche. Qu'en est-il donc du traumatisme incestueux? Et comment soigner l'enfant ou la personne abusée ou maltraitée? Mais qu'en est-il aussi du travail psychique en groupe Balin? Est-il une réponse à ce malaise médico-social? Ces deux questionnements donnent naissance à deux groupes de réflexion-recherche. L'un centré sur le traumatisme incestueux, sous l'égide du 4e groupe de psychanalyse, avec 10 confrères de la région, médecins, psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes, pendant 8 ans à raison de 11 séances de 2 heures par an. L'autre à la Société médicale Balin sur le travail psychique en groupe Balin, avec 10 participants, 10 leaders de groupe Balin. Il durera 15 ans. Vous en trouverez des traces dans les 2 tomes de « Au fil du temps, vers une élaboration psychique en groupe Balin ». L'incestualité et la relation de soins, ça ne va pas ensemble. Nous verrons pourquoi. Aujourd'hui,
nous allons tenter d'ouvrir une fenêtre sur ce domaine de notre clinique. L'incestualité. Le mot incestualité. Dans aucun dictionnaire commun on ne trouve le terme incestualité, mais seulement les mots inceste et incestueux. Le Dictionnaire international de la psychanalyse, 2002, ne mentionne pas non plus le terme incestualité ni incestuel d'ailleurs. Mais comme nous le dit P.C. Racamier, pour des notions nouvelles, il faut 5, 10, 15 voire 20 ans pour qu'elles soient comprises et intégrées et la résistance se trouve même chez les praticiens ou théoriciens du soin. Ici, ce sont des observations, des études, des élaborations écrites qui ont contribué à cette théorisation de l'incestualité. Ce concept couvre l'inceste et ce qui le caractérise, mais surtout et particulièrement tout ce qui s'y réfère d'une façon ou d'une autre et qu'on appelle l'incestuel. Dans notre réflexion, nous nous appuierons sur l'œuvre et la pensée de P.C. Racamier qui a été un défricheur, un pionnier en la matière. Sa longue pratique du soin auprès de psychotiques ou de malades graves l'ont amené à chercher jusqu'aux assises de la psyché humaine, là où peut se former pour chacun de nous un sentiment universel et profond de connivence avec le monde et avec son corps. P.C. Racamier remarque que chez certains, cette double connivence est complètement absente. L'observation et sa longue pratique clinique l'amènent à poser une hypothèse théorique sur les racines de l'inceste. Pour lui, elle serait à chercher du côté de la séduction narcissique archaïque. Séduction narcissique. Mais ne nous y méprenons pas, la séduction narcissique dont il est question n'est pas celle qui conforte des ressources innées au sein de la relation avec la mère satisfaisante ou suffisamment bonne, comme dit Winnicott. Non. Racamier nous dit qu'il s'agit d'une séduction narcissique inaboutie, dévoyée. Celle-là serait interminable, incapable de s'assoupir et donc de préluder au développement oedipien à venir avec son cadre de triangulation, de différenciation des sexes et des générations. La dynamique de cette séduction narcissique inaboutie est incapable de différer la poussée sexuelle qui vient. On ne s'étonne donc pas de son impact, elle recrute l'inceste, dit Racamier. Il n'y a pas de reconnaissance mutuelle, il n'y a qu'emprise sexuelle qui se greffe directement sur la séduction narcissique. Nous sommes dans le scénario du prédateur et de sa proie. Le témoignage de Tony Maguire, ne le dis pas à maman, en est une terrible illustration. L'incestuel. Dans la même lignée, mais différemment, Racamier, dans sa clinique, observe des relations sans compromis chez certains adultes, c'est-à-dire des relations captatrices et rejetantes. Il voit là le fruit d'une séduction qui ne se termine pas parce qu'elle s'est fourvoyée. Il l'appelle incestuel et précise le sens de ce nouveau mot. L'incestuel n'est pas l'inceste. C'est un climat où souffle le vent de l'inceste sans qu'il y ait inceste. Dans son livre L'inceste et l'incestuel est défini comme un agir un équivalent d'inceste, comme le substitut déguisé d'un acte de nature incestueuse. Dans sa conférence à Paris en 1995 il disait « L'incestuel, c'est ce qui dans la vie psychique individuelle, familiale et même sociale porte l'empreinte de l'inceste, ni fantasmé, ni symbolisé sans qu'en soient nécessairement accomplies les formes corporelles. L'incestuel, c'est donc une extension larvée mais irradiante de l'inceste à toute une relation, à tout un fonctionnement psychique. » Racamier aimait à dire « L'incestuel est dans le faire faire, le faire croire et même dans le faire ne pas penser. » Ainsi un ingénieur brillant d'une 60 d'années vient me consulter avec sa femme parce qu'il ne dort plus, ne peut plus manger et souffre d'angoisse de mort. Ce couple vient de recevoir une lettre de leur fille étudiante à 500 km de là. Elle dévoile les pratiques incestuelles, les jeux sexuels quasi hebdomadaires que son père lui infligeait de 12 à 18 ans. Ils devaient se dénuder tous les deux, sans qu'il n'y ait jamais viol. En retour, il lui promettait une voiture pour ses 18 ans à condition qu'elle garde le silence sur leur relation. Mais après une profonde dépression, une tentative de suicide, des épisodes d'anorexie et de boulimie, plusieurs échecs dans sa vie amoureuse, en cours de psychothérapie elle fait la démarche de dénoncer les faits à sa famille et ce fut comme un tremblement de terre. La mère ne savait rien, un frère va la croire, l'autre la traite de folle et lui ferme la porte. L'ingénieur pourra protester, je ne l'ai jamais violée. Mais il lui a volé son corps, sa sexualité. Les secrets incestuels. Ceci nous amène dans un registre bien connu, celui des secrets. C'est un aspect de notre clinique auquel nous pouvons prêter attention,
car il est éclairant pour notre compréhension. Mais ici, il nous importe de faire la distinction entre les secrets incestuels et les secrets qu'on appelle libidinaux, les secrets du plaisir. Les secrets libidinaux se transmettent de génération en génération car ils font souche dans le préconscient, ils font lien dans les familles. Avec ces secrets-là on fantasme, on rêve, il y a de l'intimité. Chacun de nous le sait, sans un brin de secret il n'y a pas de pensée personnelle. Mais nous dit Rakamié, là, nous sommes dans le secret libidinal. Les secrets incestuels au contraire constituent des verrous, des interrupteurs dans la communication intrapsychique et intrafamiliale. Ce sont des instruments de méconnaissance. Ici nous sommes dans le monde des barrages systématiques, du silence, du non-dit, du non à dire, du non à penser, insiste Rakamié. La dynamique masquée de l'incestuel. Ainsi, nous observons la puissance de la dynamique masquée de l'incestuel. C'est une dynamique dévastatrice, une dynamique d'aveuglement. Finalement, l'incestuel se caractérise beaucoup plus par ce qu'il exclut, évince que par ce qu'il met en avant. Le registre incestuel fait table rase de la différence des générations et même des êtres, comme dans l'exemple clinique de l'ingénieur abuseur, alors que le registre oedipien nous fait sentir et ressentir la valeur de l'organisation avec ses règles, la valeur de la construction des différences. Nous pouvons même dire que l'incestualité évince la position oedipienne, parce qu'elle transgresse deux tabous d'un coup, pourtant essentiels à notre construction psychique et sociale. Celui de l'inceste et celui de l'indifférenciation des êtres. Ce dernier tabou interdit de confondre les individus sur le plan corporel, sur le plan psychique et sur le plan social. Mais ici, les théoriciens et les cliniciens et d'anciennes victimes qui osent lever le voile du silence, attirent notre attention sur les remplaçants de ces tabous évincés. Le tabou de l'inceste est remplacé par le tabou de la vérité sur l'inceste. Ne le dis pas à maman, n'en parle à personne, disait l'ingénieur à sa fille. La vérité doit rester cachée, d'où l'importance des secrets. Le tabou de la confusion des êtres a aussi un remplaçant, c'est celui de la vérité sur les origines. Par les temps qui courent, Dieu sait qu'il y aurait des choses à dire à ce sujet. Les tabous ordinaires encadrent, construisent, organisent notre vie psychique. Les pseudo-tabous font tout le contraire, ils appauvrissent notre vie psychique. Ils brouillent, ils effacent les repères. Pas simplement des générations mais aussi les limites du moi, du corps propre, du temps, de l'espace. L'incestualité ne crée pas des liens mais des ligatures. Elle détruit l'intériorité. Pas de place ici pour la tendresse. La tendresse est mutuelle, transmissible. Elle est du côté de la sollicitude, de la continuité et du tact. Elle allie le souci de l'autre et le souci de soi. L'incestualité, au contraire, fait effraction dans les corps et dans les esprits. Elle induit des modifications du jugement et porte la disqualification. En un mot, aimait à dire Rakamié, la tendresse est l'ennemi de l'incestuel qui a peur de la vérité. Avec cette dynamique dévastatrice, difficile d'aller vers la relation de soins. Bien souvent nous observons que les victimes n'arrivent à faire une demande d'aide, une demande de soins qu'après beaucoup de vicissitudes, de déboires, d'échecs, de souffrances et d'angoisses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.